À la fin, c'est avec qui est-ce que je vais m'amuser le plus et m'entendre le mieux. Et ça, c'est une des choses qu'on ne peut pas gérer. On est comme on est fait comme on est fait. La personne qui est le moins gênant et le moins compliqué, c'est l'employé plus ou moins parfait. Il y a 5 millions d'entreprises. Parmi ces 5 millions, il doit y en avoir 10 qui ont besoin de moi. Je vais les trouver. Bonjour et bienvenue à Inspire. Notre invité aujourd'hui est Sam Stiliano. Sam est chasseur de tête, orienté valeurs, spécialisé dans la finance. Il a des semaines, des mois de travail acharné pour fournir à des dirigeants d'entreprise, à ses clients, un service sur mesure, de qualité, confidentiel, pour leur trouver les meilleurs talents. Sam travaille à l'international et il va aujourd'hui nous donner quelques tips et des stratégies pour attirer l'attention des recruteurs. Bonjour Sam, merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent et de venir rencontrer notre beau public. Est-ce que tu peux peut-être te présenter et nous expliquer ce que cela signifie d'être chasseur de tête? Avec plaisir. Merci beaucoup tout le monde d'être venu. C'est un petit peu, comment dire, je n'ai pas tendance à parler à beaucoup de gens, donc excusez-moi si j'ai des moments d'hésitation. Alors rapidement, chypriote français, né à Londres, j'ai passé 30 ans dans la chasse de tête, toujours dédié à la finance. Je n'ai rien fait d'autre de ma carrière, donc je suis un petit peu monochromatique dans ce sens-là. Les deux points, je dirais, primordiaux dans mon évolution de carrière, c'est qu'en fait, j'ai eu 60 entretiens. Quand j'ai grandi, j'ai fait mes études à Londres. J'ai fait mes études à Londres, j'ai fait mes universités à Londres. Je voulais être banquier. Au bout de 57 entretiens, mon père m'a gentiment dit que peut-être qu'il fallait réfléchir à une autre carrière et que peut-être ce n'était pas la bonne carrière pour moi. J'ai eu de la chance qu'un certain cabinet de chasse m'avait rencontré sur plusieurs occasions et m'ont demandé de les rejoindre en 1995 et je suis chasseur de tête depuis. Ça fait 15 ans que je suis en Suisse. Malgré le fait que je parle plutôt bien le français, je ne travaille pas en français, donc de temps en temps j'hésite parce que ma langue professionnelle c'est l'anglais. Le chasseur de tête en fait c'est l'inverse du recruteur classique qui répond à des annonces. C'est-à-dire que mes clients sont des entreprises qui cherchent des talents, on va dire, très précis, très définis. Et c'est mon rôle d'aller les chercher, de les identifier et de les convaincre de changer leur voie. La première étape, c'est de considérer l'opportunité. La deuxième étape, c'est de rencontrer le client pour qui je travaille. Et éventuellement, mon rôle, c'est de les convaincre, si c'est une bonne alternative à leur carrière actuelle, de prendre l'opportunité que je leur ai présentée. C'est une industrie qui est énorme, très large, surtout dans le secteur financier. Dans d'autres industries, je ne sais pas. Mais c'est un métier qui m'emmène partout dans le monde. Mais j'ai choisi de vivre en Suisse parce que c'est un pays que j'apprécie beaucoup. Et j'y suis depuis 15 ans. Aujourd'hui, je suis basé à Lausanne et j'ai deux entreprises. La mienne, qui est une entreprise basée en Suisse, et j'ai un cabinet de chasse basé à Londres qui est spécialisé aussi dans la finance, mais qui travaille uniquement sur le continent africain. Est-ce que Sam, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de A à Z de ce que tu fais en tant que chasseur de tête? Alors, exemple actuel de ce matin. Hier soir, j'ai eu une discussion avec une personne qui sort du groupe AXA. C'est un individu qui m'a été recommandé par une tierce personne que je connais bien le week-end dernier. Et la raison pour laquelle j'ai parlé à ce monsieur, c'est qu'il a un profil parfait pour une des missions que j'ai démarrées il y a 10 jours. C'est un spécialiste dans les solutions. Je ne veux pas vous enquiquiner avec la définition des solutions, mais en gros, c'est un vendeur de luxe de produits financiers. Et cette personne, on a eu une discussion sur la mission sur laquelle je travaillais pendant 90 minutes, et à la fin, je lui ai posé une question qui était « Quels sont les meilleurs vendeurs avec qui vous avez travaillé dans votre carrière à AXA ?» Et il m'a proposé 2-3 noms. Et ce matin, j'ai envoyé des mails à ces individus
directement pour essayer de les contacter et les rencontrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur la durée de mon métier, il y aura toujours un moment ou un autre, cette année, l'année prochaine, l'année d'après, on va me poser une question sur des vendeurs et avoir une base de données avec des vendeurs qui ont été fortement recommandés est toujours un outil très utile. Premier point. Deuxième point, on apprend, moi j'apprends surtout par les discussions que j'ai avec des gens qui sont dans les domaines où je chasse. Et donc ma connaissance des concurrents, ma connaissance de ce qui se fait en ce moment, ce qui ne se fait plus, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, j'apprends tout ça par des discussions avec des individus dans les industries où je chasse. Et donc pour moi, parler aux gens, c'est un comment dire, c'est le privilège que j'ai dans mon métier, c'est que je parle à des personnes toute la journée, toute la journée, toute la journée. Des gens nouveaux, des gens que je connais dans le passé. Et c'est un vrai plaisir et un honneur d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens par téléphone, par vidéo, en personne, à longueur de journée, pour découvrir des industries, découvrir leur parcours, découvrir leurs ambitions de carrière. En fait, c'est quelque chose que depuis 30 ans, j'adore. Il faut dire que bon, peut-être les premières 12 mois, 18 mois, ce n'était pas les plus rigolos, mais on va dire au bout de 2 ans, j'ai décidé que c'était la carrière, la profession pour moi, et j'y resterai jusqu'à la fin de mes jours, je crois, chasseur de tête. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui attire vraiment l'attention d'un recruteur? Parce que ici, la plupart d'entre nous ici présents sommes dans une situation opposée à la tienne, c'est-à-dire que nous cherchons du travail. Et ce qui nous importe, c'est de savoir qu'est-ce qui va réellement attirer l'attention d'un recruteur. Alors, je pense qu'il y a 2 points primordiaux dans la recherche d'un travail. Le premier, c'est de se détacher de notre propre besoin. Et quand on voit une annonce, quand on rencontre un recruteur, chercher à comprendre ce que cette personne a besoin de trouver. Donc aujourd'hui, la façon dont je l'ai décrit à Lorraine, quand on a échangé sur ce sujet, c'est qu'en fait le recruteur, c'est un peu triste de le dire, mais ils ont des centaines de choix. Donc pour eux, en fait, leur challenge le plus gros, c'est d'identifier les 1, 2, 3 personnes qui sont les plus appropriées pour leurs besoins. Donc je dirais que la première étape, c'est vraiment, quand on regarde une annonce ou quand on rencontre un recruteur, dimension 1, c'est de comprendre ce qu'eux, ils veulent vraiment. Donc l'annonce, des fois, elle est bien décrite, des fois, elle n'est pas bien décrite. Mais vraiment essayer de rédiger un maximum ou d'extraire de cette annonce quelles sont les caractéristiques primordiaux. Et la deuxième partie, je dirais, de la réflexion, c'est de dire, bon, ben, sur ces 6, 5, 4, 3, 10 caractéristiques demandées, combien est-ce que j'en ai vraiment? Et je dis le mot « vraiment » parce qu'en fait, notre besoin de trouver un emploi n'a rien à voir avec le besoin du recruteur. Le besoin du recruteur, c'est de résoudre le problème qu'il a ou qu'elle a et d'identifier la meilleure personne ou les meilleures personnes pour le profil voulu. Et eux, en échange, ont la même problématique d'une certaine façon. C'est qu'en fait, eux, ils ont un client et ce client a un besoin. Donc le travail du recruteur, c'est d'essayer de vraiment comprendre quel est ce besoin, quelles sont les solutions parfaites, quels sont les profils parfaits et quels sont les profils peut-être moins que parfaits, mais suffisamment bons pour aider à résoudre le besoin. Et en fait, ils ont 2 objectifs, de le faire avec le moins d'efforts possible et le plus rapidement possible. Donc quand on garde ces 2 éléments en tête, quand on arrive devant un recruteur et on se pense, on va dire, qualifié pour la mission, pour le projet ou pour l'annonce mise devant nous, ou la raison pour laquelle on est devant ce recruteur, le premier travail qu'on doit faire, c'est sur soi-même. Qui est-ce que je suis? Où est-ce que je suis bon? Où est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je me connais bien? Est-ce que je sais comment m'expliquer? Quand je suis devant quelqu'un, en 2 minutes, en 3 minutes, est-ce que je peux dire ce que j'apporte au recruteur ou vis-à-vis de cette annonce? Et je pense que c'est un travail que la plupart des gens ont du mal à faire. Et je pense qu'une des choses qui est super helpful, utile, c'est de pouvoir demander à une tierce personne, voilà la problématique que je cherche à résoudre. Est-ce que je peux prendre 5 minutes de votre temps, un enfant, un frère, une sœur, un copain, une amie, n'importe qui, et dire voilà la mission, je pense que je suis adapté à cette mission pour ces raisons suivantes. Est-ce que je peux
comment est-ce qu'on dit rehearse en français? Pratiquer, m'entraîner, pratiquer. Voilà, est-ce que je peux m'entraîner ou pratiquer la démarche d'entretien avec toi pendant une demi-heure pour que pour que je puisse me projeter de la façon la plus efficace et la plus précise que possible. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, c'est d'être aussi honnête que possible. Je sais que ça paraît bête, mais la réalité, c'est que le recruteur va regarder un curriculum, va regarder un CV, va regarder un profil et très rapidement choisir les éléments qui sont pertinents pour l'annonce qu'ils ont mise. Et si, quand on se décrit, ce qu'on décrit n'est pas une image parfaite ou très, très proche de ce qu'il y a sur un bout de papier, la première réflexion du recruteur, c'est vous n'êtes pas honnête. Et si vous n'êtes pas honnête, on ne passe jamais à la prochaine étape. Je sais que ça paraît très radical, mais quand on a une annonce et on a 1000 personnes qui demandent d'être profilées ou d'être rencontrées pour ce poste, le numéro 1 challenge du recruteur, c'est d'être efficace et de dire non à un maximum de gens, parce qu'à la fin, sur 1000 demandes, il n'y a qu'un poste. Donc, je pense que quand il y a un entretien, on a deux objectifs. Un, de projeter les éléments qui sont liés à l'annonce. Ça, c'est le premier point. Deux, que si on a déjà partagé des informations écrites, quand on parle, on reflète ces éléments écrits sur le bout de papier. Parce que pour eux, c'est le point de référence. Et en fait, ils cherchent des raisons pour dire non. Leur but, c'est de limiter le tas de 1000 CV à 1 CV, 2 CV, 3 CV. Donc, le plus simple qu'on peut être, le plus honnête qu'on peut être sur nos capacités, si la personne dit non, ce n'est pas parce qu'on n'est pas une bonne personne, ce n'est pas parce qu'on n'est pas un bon professionnel, c'est simplement que les atouts voulus n'existent pas dans votre personne. Et il faut passer à une autre étape très rapidement. Donc je dis toujours, au lieu de se vendre et de se mettre en avant et de trop promouvoir les atouts qu'on a et peut-être pas trop parler des atouts qu'on n'a pas, je pense qu'il est beaucoup plus simple et plus efficace et plus avantageux sur le long terme d'être juste franc avec ses qualités et ses défauts et de clairement toujours pouvoir bien articuler ses qualités. Le but, clairement, c'est de ne pas parler des défauts, mais de temps en temps, le recruteur va dire et vos faiblesses sont, et on en a tous, personne n'est parfait, bien sûr, mais au moins, l'habilité du recruteur de donner au client une genre d'enveloppe d'informations positives et négatives qui sont tout à fait, comment dire, une très bonne représentation de la personne, c'est vraiment très important pour le recruteur. Et pour le client qui reçoit cette information, quand le client rencontre le candidat ou la candidate, si ce qui a été donné en avance est la personne devant eux, tout de suite, ils ont confiance. Tout de suite, ils savent que en fait, ce qui est devant moi est la personne. Et si je pose des questions, les réponses que je vais avoir sont la personne. Et par ce biais, je vais déjà les mettre dans un tas intéressant. Si le client rencontre quelqu'un et les réponses ne sont pas, ne miroitent pas ce qui a été dit par le recruteur ou ce qui est sur le bout de papier, c'est dans la pile zéro intérêt. Donc je pense que le premier travail, c'est vraiment, quand il y a une annonce, est-ce que je qualifie pour l'annonce? Pas j'ai besoin d'un boulot, je peux faire 2 des 5 choses, je vais envoyer mon CV parce que c'est une perte de temps pour vous comme pour le recruteur. Et deuxièmement, faire un travail de préparation pour vraiment être très clair sur les valeurs qu'on apporte, sur les avantages qu'on apporte. Donc, quand on parle de valeurs, je dirais l'honnêteté le premier. Le deuxième, c'est la simplicité en fait, de vraiment rester sur les éléments clés, les choses importantes. C'est passer le temps de vraiment se dire, bon ben, ça c'est ce que je sais faire, ça c'est ce que je ne sais pas faire, voilà les raisons pour lesquelles je suis bon à ça. J'ai fait ça 5 fois, j'ai fait ça 10 fois, j'ai fait ça pendant 20 ans. Et vraiment d'être très franc avec les contreparties sur ces sujets. Je pense que un autre élément à garder en tête, c'est les éléments très basiques. Être ponctuel, pas parler trop, être assez restreint sur les réponses, considéré sur les réponses. Quand on pense à une organisation compliquée, quand on pense à des organisations grandes ou petites, la personne qui est la plus adaptable est la personne qui est le moins extrême dans sa démarche. Donc être simple, être, comment dire, modeste, être clair dans ses réponses, être articulé, être bien présenté, être ponctuel, c'est tous des éléments qui sont, je dirais, utiles dans les démarches, parce qu'en fait, encore une fois, il faut toujours garder en tête que le client et le recruteur cherchent toujours des raisons pour dire non. Et dès qu'on sort des normes,
dès qu'on sort on va dire, de la zone parfaite ou, on va dire, utile, on est mis dans le tas pas utile et pas intéressant. Merci, hein, vraiment, je pense qu'ici on retire l'importance de l'honnêteté, de la simplicité. Ça paraît étonnant, on se dit un chasseur de tête qui recrute au niveau international dans la finance va vouloir justement des profils extravertis, des profils plutôt frimeurs, show-off, etc. Et non, au final, c'est toujours l'honnêteté, la simplicité et se mettre dans la place et dans l'état d'esprit du recruteur qui est là pour chercher des raisons pourquoi ça ne pourrait pas coller. Donc toujours d'avoir cette adéquation, cette pertinence entre qui vous êtes et comment vous vous présentez. Et ça, c'est vraiment un point que je retire du témoignage de Sam. Et je pense que c'est vraiment très important de pouvoir être toujours honnête et être soi-même. Et ce qui va nous simplifier également la vie dans la deuxième étape, qui sera la rencontre, et qui sera après quand on prend le poste. Je propose simplement peut-être, Sam, est-ce que tu peux, évidemment, tu es spécialisé dans la finance, ici on a à peu près tous les secteurs d'industrie qu'on peut imaginer. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de tout ce qui est transversal? Qu'est-ce qu'un recruteur va vouloir, ou un employeur, qu'est-ce qu'il va vouloir chercher chez les candidats, peu importe le secteur d'industrie, quelles sont ces valeurs essentielles qui sont transversales et qui sont propres pour chaque employeur en quelque sorte? Alors, au-delà de l'honnêteté, une certaine intégrité, je pense que certaines valeurs sont, je dirais, primordiales. Un, une ténacité, donc démontrer dans notre parcours que quoi qu'on met dans nos pas, whatever obstacles, quels que soient les obstacles, quoi qu'il advienne, voilà, devant nous, on a trouvé des moyens de dépasser ces problématiques, de surpasser ces obstacles. En fait, en anglais, il y a un mot qui s'appelle resourcefulness. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Avoir les ressources nécessaires. En fait, pouvoir puiser les ressources en soi. De montrer aux recruteurs qu'on est capable de trouver des solutions, qu'on a les ressources, la résilience indispensable, en fait, c'est ça. Donc en fait, ne pas réagir à des situations compliquées de façon, on va dire, exubérante, dépassée, débordée, même si on l'est, en fait. Une certaine capacité de s'auto-gérer et de rester calme et posé et prendre le temps de réfléchir comment résoudre un problème tout seul, en autonome. Je pense que c'est un des atouts primordiaux. Le deuxième, c'est d'avoir la volonté de trouver des solutions à des problématiques à laquelle on fait face. Si on est le genre de personne qui doit toujours lever la main ou poser la question à quelqu'un d'autre, en tant qu'employeur, je pense que tout le monde a une tolérance pour une certaine incertitude et des besoins de comprendre une certaine situation, mais au moins la volonté de démontrer une volonté de résoudre la situation, même si on n'a pas la solution, même si on essaye et on échoue, mais cette volonté d'essayer de faire quelque chose quand il y a un obstacle, quelque chose ne fonctionne pas, comment résoudre une situation, je dirais, en autonome, très important. Le troisième, c'est en fait travail en équipe. La réalité, c'est qu'il y a très peu d'emplois où on est uniquement tout seul. Donc, cette capacité d'être acceptable, d'être sympathique, d'être convivial à longueur de journée, ce n'est pas toujours facile, mais au moins d'être un collègue agréable, je pense que c'est très, très, très important. Peut-être le quatrième atout, je dirais, c'est en fait cette capacité d'aider les autres, cette volonté d'aider les autres, d'être pas être égoïste, pas à un point où on ne fait pas son propre travail, parce que la réalité c'est qu'un manager, un patron d'entreprise va toujours chercher les gens qui sont très efficaces dans le métier qu'ils ont, dans la tâche qu'ils ont ou qu'elles ont, mais quelqu'un qui, une fois qu'ils ont fini leur travail, donne assistance à d'autres, dans un travail d'équipe, et le travail est quasiment toujours un travail d'équipe, c'est quelque chose qui est toujours très bien perçu. Je dirais que dans le contexte de ces éléments, une des choses qu'on oublie souvent de faire, et que je pense qu'il est un atout vis-à-vis des recruteurs, vis-à-vis des employeurs, c'est demander des références écrites. Que ce soit un petit email, que ce soit un texto, que ce soit... Mais des références par des collègues, par des coéquipiers, par même des amis en fait, mais des références qui parlent de ces caractéristiques, de cette capacité d'être agréable, de résoudre des problèmes, d'être un collègue sympathique, une collègue sympathique. C'est toutes des choses qui sont hyper valables. Parce qu'en fait,
le recruteur ou l'employeur part du principe que la personne devant moi va me raconter des histoires. Donc si une tierce personne parle très fortement de quelqu'un, ça donne tout de suite la clarté sur l'honnêteté, mais deuxièmement, un point de référence à laquelle un client ou on va dire un employeur ou un recruteur va s'accrocher. Donc, demander des références de collègues historiques, d'amis, de gens avec qui on a travaillé de façon historique, est incroyablement valable. Alors, en Suisse, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des lettres de référence prescrites, avec un langage prescrit. Je dirais qu'on ne se fie pas uniquement à ça. On a ces lettres, très bien. C'est ce que c'est, elles ont un rôle, elles sont écrites d'une certaine façon. Il y a des non-dits dans ces lettres, je les ai vues depuis 15 ans. Pour moi, ça ne me dit rien en fait. Je les mets à la poubelle et je ne les regarde pas. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est des lettres qui sont assez elles suivent un certain formulaire et elles n'attestent pas aux choses qu'on peut apporter au-delà des choses à laquelle on s'attend. Donc, demander à des collègues pour des références, même si c'est des références informelles, et on met ça dans un autre document, et on l'offre à un employeur potentiel ou un recruteur, je pense que ça a toujours une valeur. Le deuxième point qui, je pense, est très important avec ces références, c'est qu'en fait, pour vous-même, en tant que personne et individu, ça vous valorise. Et Dieu sait que c'est difficile de trouver un emploi à un certain moment ou à un autre. Moi, j'ai passé des périodes où j'ai eu zéro travail. Cette année, j'ai eu un projet. Normalement, j'en ai 10, donc ce n'est pas la meilleure année. La réalité, c'est qu'entendre d'une contrepartie qu'on est compétent, qu'on est valorisé, qu'on a bien réussi à une certaine chose à un certain moment, ça nous rassure. Parce que la réalité, c'est que le processus de recrutement n'a rien à voir avec vous. Je sais que c'est triste, mais malheureusement, c'est le besoin de l'employeur qui est numéro 1 dans la liste, numéro 2 dans la liste, numéro 3 dans la liste, numéro 5, numéro 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20. L'employeur, entre guillemets, est le roi ou la reine. Et je pense que vraiment le plus important, c'est de dire, si je n'ai pas un emploi, si on ne me répond pas, ça n'a rien à voir avec moi. Ça veut juste dire très simplement que ma liste d'atouts n'est pas parfaitement ce que l'organisation recherche ou ce que le recruteur recherche, et je passe à la prochaine. Là, c'est des points, mais vraiment très importants que tu es en train de souligner. Le fait qu'effectivement, le recruteur, l'organisation qui est en train de chercher un collaborateur s'en fiche en quelque sorte des employés. Il n'a que ses propres intérêts à ce moment-là en tête. Trouver la personne idéale pour le poste. Et c'est vrai que nous, on a souvent beaucoup de personnes qui viennent en disant « j'ai postulé, j'ai même pas de réponse ». Et il y a un côté où on ne peut pas s'empêcher de le prendre personnellement, surtout quand on a plusieurs refus d'affilée pour des postes auxquels on est convaincu d'avoir toutes les compétences. Donc je pense que c'est très rassurant de se souvenir. L'entreprise ne cherche, c'est ça, c'est l'entreprise en première position, l'entreprise en deuxième position, l'entreprise, elle ne pense qu'à ses besoins, elle ne pense pas aux vôtres. D'où l'importance, quand vous êtes dans ce processus, de toujours vous souvenir de l'importance de répondre à cette demande de l'employeur, tout en restant honnête, évidemment, et sincère. Ici, tu as parlé de points très importants, notamment la ténacité, la résolution de problèmes, la volonté de résoudre des problèmes, de vouloir travailler en équipe, d'aider au-delà pour pouvoir également apporter un soutien à son équipe. Quel est le vrai différenciateur? Si tu as deux candidats absolument fantastiques, ils ont tous ces atouts-là, qu'est-ce qui va être le vrai différenciateur at the end of the day, à la fin de fin? Il y a toujours la liste d'atouts qui est recherchée. Quand on rencontre les personnes et on arrive aux 2-3 derniers personnages, c'est la personnalité. Donc aujourd'hui, je suis le client, je cherche à recruter une personne pour faire une certaine tâche. Les trois candidats sont également qualifiés, ils ont le même niveau d'expérience, ils ont le même prix, tous les éléments sont les mêmes. À la fin, c'est avec qui est-ce que je vais m'amuser le plus et m'entendre le mieux. Et ça, c'est une des choses qu'on ne peut pas gérer. On est comme on est fait comme on est fait. Donc, si, en anglais, on appelle ça du chemistry, si cette relation, on va dire, dans cet entretien existe, elle existe. On ne peut rien y faire. Si elle n'existe pas, elle n'existe pas. Donc, je pense que malgré notre envie d'être choisi, il faut toujours garder ce recul et cette perspective de dire cette personne devant moi va choisir la personne avec qui elle s'entend le mieux.
Et il y a très peu de choses qu'ils vont dire pendant l'entretien qui vont vraiment vous donner une clarté à 100% qu'est-ce qu'elle recherche. Et est-ce que je pourrais me présenter différemment pour être la plus attractive? Ça ne sert à rien en fait. C'est une fausse idée qu'on se fait toujours. Est-ce que je peux me rendre plus attractif à cette personne? Je pense que la chose la plus simple, c'est d'être soi-même. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui est toujours difficile d'être honnête avec soi-même. Mais bon, s'identifier, se connaître, et encore une fois, le processus de référence, ça aide. Si je parle à 10 personnes et ces 10 personnes me disent « tu as le sens de l'humour, tu es toujours ponctuel », bon, voilà mes atouts. Je suis rigolo et j'arrive à l'heure. Bon, ben, très bien. C'est des atouts, je les garde, c'est moi, ça fait partie de qui je suis. Si quelqu'un dit « tu tires toujours la gueule, tu es toujours de mauvaise humeur, tu critiques toujours », et ça m'apporte sur le dernier sujet, mais vraiment le plus important, la négativité. Alors aujourd'hui, je sais que c'est difficile et qu'il faut pouvoir se libérer de ses sentiments et de ses frustrations. Ça, on fait avec les amis. Mais dans un contexte d'employeur, zéro critique. La seule critique qu'on a le droit de faire, c'est sur soi-même. Pas des autres entreprises. La personne qui râle sur d'autres personnes ou d'autres entreprises, il n'y a qu'une conclusion. Vous allez venir chez moi et vous allez râler. J'en veux pas. Et je pense qu'on oublie toujours qu'on a des frustrations et on pense qu'on doit les partager. Non. Honnêtement, le recruteur, quand il rencontre quelqu'un qui est négatif, la conclusion est toujours c'est une personne négative. Et je ne dis pas qu'on n'a pas des drames dans notre vie, je ne dis pas qu'on a des situations très difficiles à la maison, dans sa famille, dans sa carrière. C'est une réalité, mais c'est une réalité qu'on garde chez soi et qu'on garde à la maison quand on a un entretien. Pour un recruteur, un employeur, c'est le premier négatif après l'honnêteté qui fait peur. Si quelqu'un a cette tendance de râler sur leur passif, c'est quelqu'un qui va râler chez moi et ça ne m'intéresse pas. Parce que déjà le travail est difficile. Si en plus on doit rajouter une couche de quelqu'un qui est toujours malheureuse, ça rend pour l'équipe une vie difficile et pour l'entreprise, ça rend l'entreprise plus difficile. Et on accepte que tout le monde a des périodes difficiles, mais pas dans un entretien, pas dans des discussions d'employeurs. Une fois qu'on est établi dans une boîte, peut-être qu'on peut partager ça avec les bonnes personnes avec qui on se sympathise. Mais dans un contexte d'entretien, on ne râle pas, on ne se plaint pas. Et quand on a des raisons pour expliquer pourquoi on a quitté une certaine situation, il faut être pragmatique. Ils ont licencié des gens, je n'étais pas à la hauteur qu'ils s'attendaient. Mais comprendre pourquoi on a quitté une organisation pour en aller à une autre, et avoir la capacité d'être honnête sur les raisons si on en a. Et quand on n'en a pas, on n'en a pas. Je ne sais pas. J'ai été licencié, je ne sais pas pourquoi. C'est pas clair. J'ai posé la question, on ne m'a pas répondu. On passe à autre chose. Nous, on dit toujours « stick to the facts, no dramas ». Donc, on dit toujours « les faits, rien que des faits, on ne veut pas de drame ». Et effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Là, ce qui me fait bondir sur le prochain point, qui sont les red flags, en fait, les no-go, qui d'entrée de jeu, tu te dis « cette personne, elle a les compétences, elle a l'expérience nécessaire ». Mais là, ça ne va pas le faire. Je ne vais même pas proposer à mon client de lui présenter ce profil. Donc, évidemment, il y a la négativité. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont des red flags, des no-go? Tout à coup, tu vas dire non, là, ça ne va peut-être pas marcher. Alors, honnêteté, négativité et lack of self-awareness. Le manque de autocritique, en fait, en quelque sorte. C'est le manque de recul sur soi-même. En fait, quand on parle toujours du fait que c'est la faute de quelqu'un d'autre, ou d'une situation, d'une organisation, d'un schéma, une des premières choses que mon premier patron m'a dit, c'est « If you think the problem is out there, then that thought is the problem ». Si tu penses que le problème est là-bas, c'est que cette problématique, c'est que cette pensée est le problème. Donc, on ne se victimise pas. Voilà, en fait, il faut toujours retourner sur sa capacité de gérer une situation dans les limites du pouvoir. Tout ce qui est en dehors de ça, personne ne s'attend qu'on puisse résoudre ces problèmes, mais on peut que contrôler ce qu'on peut contrôler nous-mêmes. Et donc, râler sur d'autres choses ou se plaindre sur les autres choses qui sont, entre guillemets, ingérables, ne sert à rien. Donc, je dirais le troisième, c'est quand quelqu'un parle toujours de « c'était la faute des autres », de situations externes, et que cette personne ne prend pas la responsabilité sur eux-mêmes. Et des fois, juste ne pas savoir pourquoi quelque chose est comme elle est, ça suffit.
Donc je pense que ça, c'est le troisième. Le quatrième, c'est quelqu'un qui change de travail tout le temps. La réalité, c'est que sur un CV, alors ça dépend un petit peu de la profession. Il y a des professions où vraiment c'est de courte durée, donc c'est normal. Mais je dirais que dans la finance où moi je suis, si quelqu'un n'a pas passé 3 ans, au moins 3 ans dans chaque poste de façon continue, c'est une alarme. Parce que la réalité, c'est qu'en fait, dans ce domaine ou dans la plupart des domaines dans la finance, ça prend au moins 2 à 3 ans pour délivrer des résultats. Donc si quelqu'un part toujours avant 2-3 ans, la réalité, c'est qu'on ne peut pas vraiment déterminer s'ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment très utile. Alors chacun connaît leur profession mieux, mais je dirais que une des choses à garder en tête toujours, c'est si on peut garder un poste pendant une durée minimale et de limiter le nombre de changements. Encore une fois, ça dépend de la carrière de la personne, de la profession de la personne, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui résonne, c'est une des red flags qu'un recruteur qui regarde un CV réagit sur. C'est en fait, si quelqu'un change de boulot tous les mois, bon ben, à moins que ce soit une profession où vraiment les projets sont à 4 semaines, 4 semaines, 4 semaines, quand on est dans une entreprise, les gens aiment la durée, parce que ça veut dire qu'on est apprécié, ça veut dire qu'on fait un bon travail, et ça veut dire que quelque part, ça fonctionne. Peut-être pas d'une façon époustouflante, mais au moins ça fonctionne. Et pour la plupart des gens qui recrutent, ils veulent quelqu'un qui puisse faire le travail, point. Pas à gauche, pas à droite, pas avant, pas derrière. Ils ne pensent même pas à l'avenir. La réalité, c'est que quand il y a un poste, c'est un poste pour aujourd'hui, ce n'est pas un poste pour demain. Donc il y a très peu d'organisations qui recrutent pour demain. Donc aujourd'hui, est-ce que cette personne peut faire le travail qu'il nous faut, bien, de façon, on va dire, régulière, prévisible, reliable, et c'est tout. Donc tout ce qu'on voit qui réduit le sentiment que la personne est fiable, c'est des red flags. Très intéressant, hein. Évidemment, ça rejoint les questions et la thématique sur l'honnêteté, la transparence, évidemment, la capacité de se remettre en question, de réfléchir, de ne pas toujours se victimiser ou de mettre la faute sur les autres, et la critique, évidemment, d'être capable de se décentrer en quelque sorte et observer avec distance sa situation. Et la constance, hein, évidemment, la constance est une arme et un atout indispensable de pouvoir dire « j'ai travaillé tant d'années chez le même collaborateur, chez le même patron ». C'est vrai que c'est des choses qui vont inspirer d'entrée de jeu chez un recruteur ou chez un employeur cette confiance. La confiance qui est la base, hein, de toute relation qui va s'établir, que ce soit dans la vie privée ou avec ses collègues et ses collaborateurs. Il y a d'autres points, évidemment, hein, qui sont moins importants, tels que le fait d'être propre, d'être rasé, peut-être de ne pas arriver dans un état de lendemain de fête, etc. Tout ça, c'est des éléments qui paraissent évidents, mais qui sont toutefois très importants, d'être habillé de manière pertinente par rapport à l'entretien. How do you say demonstrate your self-respect? De montrer, et ça j'aime vraiment beaucoup ce qu'il est en train de dire, c'est de montrer que vous avez du respect pour vous-même. Et ça c'est très joliment dit, c'est vraiment montrer que vous vous aimez suffisamment pour être bien vêtu, pour être propre, pour être fier de qui vous êtes, pour vous présenter pour cet entretien, et par conséquent, évidemment, être souriante, très important également le sourire, qu'il ne faut jamais oublier, qu'il va changer toute la dimension d'une rencontre, hein, le sourire. Je dirais qu'en fait, tout le monde, si on devait définir le collègue parfait, rigolo, intelligent, bosseur, aidant, toujours de bonne humeur, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est très important, toujours prêt à aider, ponctuel, efficace, très heureux de prendre des questions ou de supporter les autres, pas hyper ambitieux, heureux avec ce qu'il a, se contente avec ce qu'il a. Après, pose des questions de temps en temps, mais à des bons moments, et des bonnes idées à des bons moments, pas déranger les autres. La liste, ça me rappelle un petit peu l'école, mais bon, d'une certaine façon, quand on est dans une entreprise, c'est les mêmes critères, d'une certaine façon. Est-ce que la personne peut faire le travail? Est-ce qu'elle va prendre beaucoup de mon temps à longueur de journée, à longueur de semaine
pour les permettre de faire ce travail. La personne qui est le moins gênant et le moins compliqué, c'est l'employé plus ou moins parfait. Si elles sont souriantes ou souriants, encore mieux, mais quelque part, les autres éléments sont plus importants, mais c'est des éléments qui sont très importants. Tu me racontais tout à l'heure l'histoire type d'une dame que tu as coachée l'autre jour. Je pense que c'est un exemple qui pourrait être très intéressant, très pertinent pour notre public ici présent. Et je trouve que c'est très représentatif également du marché suisse, parce qu'évidemment, là, on parle d'un marché international. C'est des valeurs qu'on retrouve plus ou moins partout de manière internationale. Mais il y a également une réalité par rapport au marché suisse. Et l'exemple que tu me donnais est tout à fait parlant. Alors, j'ai une très bonne amie qui m'a fait rencontrer, qui a passé 6 semaines à essayer de me faire rencontrer une de ses amies. Et c'est une Brésilienne qui est en Suisse depuis 18 mois. Elle est ici avec son mari, elle travaille dans la Suisse alémanique. Et son parcours, c'est dans l'immobilier, dans les projets liés au centre commercial, à la gestion de magasins et de locataires de ces centres commerciaux. Et ça, c'est son expertise. Donc, en fait, le domaine du retail, je ne sais pas comment on dit retail en français. Centres commerciaux, on dit retail aussi volontiers en français. Quelqu'un a mieux que retail? Merci, la vente de détail. Exact, la vente de détail. Donc aujourd'hui, elle cherche un boulot et elle ne comprend pas pourquoi toutes ces demandes sont refusées. Et malheureusement, bon, c'est souvent ma discussion, ma contribution à la réflexion de la personne, c'est premièrement, vous êtes étrangère. Donc, soyons francs, c'est la Suisse, c'est un petit pays avec une ancienneté de 1000 ans, ils sont très protectionnistes de base. Vous n'êtes pas suisse, bémol. Deuxièmement, vous avez une expérience au Brésil. La plupart des Suisses savent plus ou moins où c'est, mais c'est tout. Donc, est-ce que c'est une expérience valable ou pas? Aucune idée. Votre diplôme dans une université que je ne connais pas, donc 3 bémols. Quatrièmement, vous écrivez, je lui ai demandé à qui est-ce que vous avez envoyé des CV? Migros, La Coop, j'ai dit stop. Migros et La Coop, c'est des organisations quasi suisses. Pour eux, c'est entre guillemets l'employeur du Suisse. Donc, vous arrivez brésilienne avec une expérience, je dirais, d'innovation, de changement, de nouveauté, oubliez. Mais oubliez, c'est une perte de temps totale. Culturellement, la Migros, c'est la Migros. Elle fonctionne comme elle fonctionne. Vous arrivez, vous faites votre travail, vous n'allez rien changer. Donc, quand je vois votre parcours, qui est une personne qui est innovante, qui est créative, ce n'est pas le bon contexte. Il faut réfléchir à voici qui je suis, voici ce que je sais faire. Je veux vivre en Suisse, très bien, mais quelles sont les entreprises qui vont trouver mes atouts attractifs? Pas négatifs, attractifs. Et je sais que c'est un travail qui demande des recherches, qui demande une certaine autoréflexion. Mais j'ai dit aujourd'hui, dans l'innovation, c'est des petites boîtes. Donc si vous aimez le retail, excusez-moi, commerce de détail, trouvez des boutiques, entre guillemets, innovantes, peut-être dans des stations de ski, de vêtements, des petites, je sais pas moi, des marques de montres qui essayent de devenir grosses, qui ne savent pas comment faire. Et je dirais qu'aujourd'hui, vos atouts sont peut-être mieux utilisés à l'externe, en dehors de la Suisse, parce que la réalité, c'est que si moi je suis une boîte et je veux dominer le marché suisse, ou je vais avoir plus de succès en Suisse, je vais choisir une candidate ou un candidat qui va me permettre de trouver la voie suisse. Donc, recruter une Brésilienne qui est là depuis 5 minutes, entre guillemets, avec une expérience de 10 ans au Brésil, c'est peut-être pas la solution parfaite à une envie de croître en Suisse. Donc, il faut se repositionner et dire, voilà mes atouts, pour qui est-ce que je pourrais être attractif? Ça ne veut pas dire que je vais être attractif, mais au moins de se dire, aujourd'hui, est-ce que ça a du sens que je fais une démarche vis-à-vis de X, Y ou Z boîte, vu qui je suis? Donc ça, c'est point 1. Point 2, c'est grâce au Covid, il n'y a pas beaucoup de grâce à, mais ça en est une, le travail à distance est plus ou moins accepté. Donc, que vous viviez en Suisse, très bien, restez en Suisse, mais vous pouvez travailler pour des sociétés qui regardent l'Europe au sens large, et que vous soyez basé en Suisse, en France, en Allemagne, en Autriche, au Portugal, pour une boîte qui est au Brésil, peut-être qui veut venir en Europe, pour eux, l'Europe, c'est l'Europe, que ce soit la Suisse, le UK, c'est l'Europe. Donc déjà, vous êtes brésilienne,
ils savent qui vous êtes, ils connaissent vos diplômes, ils connaissent les entreprises pour qui vous avez travaillé. Il doit y avoir des boîtes retail au Brésil qui veulent venir en Europe. Ben, peut-être que ça, c'est vos clients, c'est peut-être pas des clients suisses. Et un jour, quand vous avez un track record et une capacité de démontrer vos compétences sur la place suisse ou la place européenne, retournez-vous vers Migros ou la Coop. Mais l'idée, c'est vraiment de dire qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je sais faire et pour qui est-ce que ça, c'est utile. Et prendre en fait le challenge dans l'autre sens. Ce n'est pas de répondre aux annonces et dire « ça, c'est pour moi » ou « c'est la seule annonce que je vois, donc je vais envoyer mon CV ». C'est de dire « bon, voilà mes atouts, c'est ce que je sais faire. Il y a 5 millions d'entreprises. Parmi ces 5 millions, il doit y en avoir 10 qui ont besoin de moi. Je vais les trouver. » Et je pense que le message là, vraiment, c'est le besoin d'être proactif. La réalité, c'est que votre carrière et votre avenir est dans vos mains. Ce n'est pas dans la main des autres, c'est plus dans la main de vos parents, c'est dans vos mains. Donc aujourd'hui, si vous avez un atout, c'est vous, votre personnalité, vos expériences, vos compétences. Frappez sur la porte, physique, digitale, par courrier, comme vous voulez, par téléphone, mais frappez sur la porte d'organisations, d'entreprises, où ça a du sens d'aller les voir, ça a du sens de les contacter. Parce que, vu ce qu'ils font, et vous savez, j'imagine tous lire, vous savez quand même vous informer sur ce que les organisations font, envoyez-vous vers eux. Dites, voilà mes atouts, voilà mes compétences. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un à mi-temps, à plein temps? Je suis disponible, je suis prêt à venir vous voir. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'on peut parler? Cette proactivité, cette volonté de faire, elle est en tout le monde. On a tous un petit peu peur, mais à un certain moment, bon, ben, quand on n'a pas de travail, il faut pousser un peu. Et je dirais que même quand on n'aime pas ce qu'on fait, on se lève au-dessus du parapet et on dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, on n'attend pas les annonces, on n'attend pas les téléphones des recruteurs, on est proactif. Donc je dirais que pour cette jeune dame qui n'avait pas vraiment pensé à être, comment dire, à dépendre d'elle-même, elle était super grateful, parce qu'elle a dit, bon, je ne réfléchissais pas peut-être de la bonne façon. Bon, maintenant, je vais contacter d'autres entreprises, je vais me mettre indépendante, donc consultante, comme ça, parce que la réalité, c'est quand on écrit, on envoie un CV à une entreprise et on dit, je cherche un travail. La première réflexion, c'est un travail permanent. Je n'ai pas de poste permanent, non. Donc, il faut enlever ce oui-non et offrir un service beaucoup, un petit peu, une certaine flexibilité sur la quantité de services qu'on est prêt à offrir. Pourquoi? Parce que la plupart des organisations, ils ont un headcount ou ils n'ont pas. Et s'ils n'ont pas, poubelle. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de conversation. On va tout de suite dans la poubelle. Mais si on dit tout de suite qu'on est disponible à mi-temps, à plein temps, à petit temps partiel, et si on arrive à la bonne personne le bonjour, et cette personne a déjà réfléchi que peut-être qu'il me faut un ou une, allez, on prend un café, on a un coup de fil, on a une discussion, on a un email. Tout ce que je dirais, c'est qu'on peut faire une énorme quantité de choses tout seul, ou toute seule. Et c'est un des atouts qu'on oublie un petit peu, you're in control of that. Nous sommes en contrôle de cette partie-là. Et ce que je trouve très intéressant dans cette démarche, et je vous invite tous à faire cet exercice, c'est la prochaine fois que vous allez postuler, c'est que vous allez penser que vous êtes le recruteur de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît tout bête, hein? Mais vous êtes votre propre chasseur de tête. Vous allez faire cet exercice en disant qu'est-ce que j'ai à offrir? Donc en fait, vous faites l'exercice opposé. Au lieu de vous dire, tiens, je vais correspondre à l'annonce, vous allez vraiment faire un travail où vous allez vous recruter vous-même, vous allez mettre en avant tout ce qu'on a parlé, vous allez être honnête et vous allez vous-même faire ce travail de chasseur d'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes les chasseurs d'entreprise, que ce soit dans des postulations, candidatures spontanées, que ce soit simplement parce que vous êtes agent d'entretien et vous souhaitez offrir vos services à temps partiel. Soyez vous-même chasseur d'entreprise et soyez vous-même votre meilleur client. Voilà, on remercie chaleureusement Sam. On propose...
Nous vous proposons maintenant de venir à la rencontre de Sam et partager un moment de convivialité. Le réseautage commence ici, donc n'hésitez pas à vous rencontrer entre vous et venir à la rencontre de Sam qui a eu la gentillesse de venir à la vôtre. Merci beaucoup.